Je vais présenter Simon. Il est un chargé de cours en études littéraires et en études sémiotiques à l'Université du Québec à Montréal et stagiaire postdoctoral au CELAT de l'Université Laval. Il est directeur de publication de la revue d'exploration de sémiotique Signe Noir. Pascal, pour sa part, est professeur au département de sociologie de l'Université Laval. Elle a notamment publié « L'éthos en sociologie, perspective de recherche pour un concept toujours fertile ». Et ensemble, les deux chercheurs organisent une journée d'études du CELAT à l'Université Laval, à Québec, en septembre 2023, intitulée « Les formes de l'éthos et ses possibilités théoriques ». À toi. Je suis éclaboussé avec ma propre courbe. On va attendre que le projecteur peut-être fonctionne. Bon, le titre a changé entre-temps. Parfois dans la recherche, c'est ça qui se passe. Hein. On travaille avec les concepts, puis on trouve des formules plus synthétiques, plus accrocheuses. Oui, on devait être deux. Je vais présenter pour Pascal et moi. Pascal étant malade et ne pouvant pas venir aussi à cause de la grève à l'Université Laval. J'ai la tâche de clore le colloque, ce qui n'est pas évident. D'autant plus que ma présentation est assez conceptuelle, théorique. Donc j'espère qu'il vous reste encore quelques ressources intellectuelles pour suivre, mais ce n'est pas non plus extrêmement compliqué, je vous rassure. Il va encore être question de savoir pluriel et surtout de savoir-être et de manière d'être avec le concept d'éthos, bien sûr. Alors Pascal travaillait déjà sur l'éthos à l'époque où elle réalisait sa thèse de doctorat et elle continue aujourd'hui de s'intéresser à l'éthos des artistes contemporains face aux contraintes du modèle économique capitaliste sur la structuration du champ des arts et les implications individuelles que ça comporte. Alors comment les artistes s'accommodent-ils du champ de l'art contemporain et comment ils définissent-ils leur travail et par le fait même comment s'y représentent-ils? C'est-à-dire quelles images se font-ils d'eux-mêmes en accord avec leur motivation intérieure, qui soit apte à leur fournir des raisons d'agir dans le champ social de l'art. Alors pour répondre à ces questions que je viens de formuler, le concept d'éthos apparaît salutaire dans la mesure où il permet de lier deux dimensions, la présentation de soi et l'agir social. Alors pour ma part, le concept d'éthos m'intéresse depuis quelques années déjà, notamment parce qu'il permet l'étude des caractères mis en scène dans les textes littéraires, fictionnels ou non, y compris l'étude des mises en scène de l'écrivain. Dans le contexte de l'écriture littéraire, la présentation de soi de l'écrivain peut faire l'objet de jeux, de ruses, de stratégies d'opacité ou d'une suspension de l'exigence de vérité, comme c'est le cas dans l'autofiction, par exemple. Alors, le concept d'éthos apparaît riche pour étudier les diverses postures d'écrivains au regard des possibilités et des contraintes que présente le champ littéraire et les attentes historiquement constituées du lectorat. Depuis la sociologie, Pascal s'intéresse au monde de l'art, et dans mon cas, venant des études littéraires et sémiotiques, c'est en m'intéressant de plus en plus aux questions sociologiques que j'en suis venu à découvrir les travaux de Pascal. Et puis de fil en aiguille, je l'ai approché pour qu'elle supervise mon stage postdoctoral au CELAT, et puis à présent, nos travaux se rejoignent. Alors, notre présentation d'aujourd'hui représente à cet égard une première exploration des possibilités théoriques du concept d'éthos en sciences humaines et sociales, et nos travaux respectifs vont servir d'illustration. Alors, dans un premier temps, je vais définir le concept d'éthos, je vais vous fournir quelques éléments de définition. Ensuite, je vais présenter brièvement deux cas d'études qui nous ont intéressés, chacun de notre côté. Donc, je vais aussi présenter pour Pascal, en quelque sorte. Et puis, je vais résumer le fruit de notre réflexion commune sur la portée et également les limites du concept d'éthos en sciences humaines et sociales. Et je précise que c'est une réflexion qui reste ouverte, puisque, en plus de préparer un article actuellement, Pascal et moi organisons une journée d'études, comme Raphaël l'a mentionné, sur le concept d'éthos, donc à venir le 22 septembre prochain à Québec. C'est d'ailleurs une journée à laquelle vous êtes tous conviés, si vous voulez vous joindre à nous, puisqu'on aimerait bien qu'on réfléchisse en commun à cette question. Alors, je dois commencer par dire que l'éthos, été au pluriel, c'est un mot grec, mais aussi les caractères et les mœurs sont grosso modo une seule et même chose. Étymologiquement, tous ces termes-là sont reliés et, par dérivation, ils nous ont donné aussi les mots éthique et morale,
qui sont donc à la fois des substantifs et des adjectifs, hein, ce qui n'est pas non plus innocent. Ces premiers rapprochements vous donnent déjà une idée des eaux dans lesquelles on navigue quand il est question d'éthos. On verra que l'éthos s'articule un certain rapport aux valeurs et à la possibilité d'un jugement moral également. Alors, le concept d'éthos, il est transdisciplinaire, hein, en tant qu'il lie l'efficace d'un agir communicationnel à l'autorité et à la crédibilité de l'agent de cette communication. Il se rapporte à la fois à la rhétorique, à la pragmatique et à la sociologie. Dans sa théorisation rhétorique, qui remonte à l'Antiquité grecque, l'éthos figure aux côtés du pathos et du logos, je pense que vous connaissez ça. Hein, donc c'est une des trois composantes de la construction du discours. Alors l'éthos se rapporte au locuteur et il concerne l'image que celui-ci projette de sa personne devant l'auditoire par des moyens énonciatifs. Cette image va influencer évidemment la réception de son discours. Et qu'une telle image discursive puisse avoir une influence sur la situation énonciative et des conséquences sociales également du fait de sa réception, cela met en lumière la dimension performative du langage. Et donc l'idée de persuasion résume cette conséquence possible dans l'interlocution. Là, je vous mets une citation, je ne vais pas la lire, mais je suis persuadé que vous êtes capable de faire les deux en même temps. Vous pouvez m'écouter et lire tout à la fois. Voilà. Donc c'est une citation très très sérieuse. Bon, alors l'image qu'il donne de lui, l'orateur la produit par le discours et son énonciation. L'éthos surgit dans l'énonciation en vertu d'un rapport indexical au locuteur. La performativité persuasive de l'éthos repose essentiellement sur la vraisemblance du rapport indexical qu'elle installe entre le discours, ses qualités, et la personne qui le prononce. Alors, la notion de disposition s'avère aussi cruciale à cet égard, puisqu'on dit d'un orateur qu'il présente telle ou telle disposition pour tel ou tel caractère, qu'il soit vertueux ou vicieux, suivant la manière qu'il a de se présenter à autrui. Et donc, de cette façon, l'éthos apparaît comme une donnée morale nécessaire émanant du rapport de comparution sociale. Alors, sémiotiquement, on peut définir l'éthos comme une interface entre un sujet et ses pairs. Dans le rapport de communication intersubjectif, l'éthos agit comme un point de repère pour le jugement moral auquel on n'échappe pas. L'éthos met donc en lumière, de cette façon, le caractère de co-construction du soi, né de l'ajustement nécessaire de chacun vis-à-vis d'autrui dans la communication. On peut dire que l'image d'un locuteur, elle est co-construite par le discours et sa réception, et elle est co-construite par l'intermédiaire de caractères, ce qu'on a appelé aussi des signes éthiques. Alors, ces caractères, ces signes éthiques servent de lieu commun auquel les agents de la communication, les interlocuteurs, peuvent se référer communément pour opérer des jugements moraux. On voit donc comment l'éthos se rattache à la question des valeurs. Il sert d'interface entre le sujet et un jeu de valeurs, qu'on pense comme un jeu de langage à la manière de Wittgenstein. Donc, interface entre le sujet et un jeu de valeurs auquel le sujet peut être rattaché parce qu'il en exprime certains attributs. Donc, le sujet exprime certains attributs du jeu de valeurs. Mais il faut encore préciser que ce rattachement-là, il n'est pas entièrement volontaire ni pleinement contrôlé, bien sûr. L'expression de caractère éthique, c'est un fait qui est partiellement, sinon largement, inconscient, bien qu'on puisse vouloir accroître le contrôle exercé à cet égard pour des raisons stratégiques, gain social, distinction, etc. Et c'est d'ailleurs dans l'exercice de construction d'une image de soi cohérente par rapport à un récit défini, récit de vie, récit d'expérience, qu'il soit passé ou projectif, individuel ou collectif. Donc c'est dans ce rapport à un récit défini que l'analyse d'éthos trouve sa pleine pertinence, comme nos deux cas vont le montrer. Donc le premier cas, celui qu'a travaillé Pascal, c'est l'éthos de l'artiste face aux contraintes économiques du champ de l'art. En 2016, Pascal a publié un article dans les cahiers de recherche sociologique qui s'intitulait « L'éthos en sociologie, perspective pour un concept toujours fertile ». Elle a défendu dans cet article-là l'idée d'une actualité du concept d'éthos, de même que sa pertinence analytique. Et cette pertinence-là se mesure, selon elle, à la capacité de l'éthos à lier des pratiques
et des registres de valeurs, et ce, en tenant compte à la fois de la liberté du sujet individuel et de son rattachement à des représentations sociales et idéologiques. Donc, le lieu d'observation privilégié de Pascal, c'est le monde du travail, et plus spécifiquement encore le travail des artistes visuels contemporains. Interroger des acteurs sur leurs choix vis-à-vis des occasions et des contraintes qui se présentent à eux dans l'exercice de leur profession, ça revient à tenter de comprendre la cohérence morale d'une posture et d'un récit articulé à ces occasions et ces contraintes qui régissent leurs possibilités, la possibilité de ces acteurs, dans un champ d'action spécifique où ils agissent, en l'occurrence le champ ou le monde de l'art. Donc l'éthos individuel apparaît comme le révélateur d'une manière d'être ou d'avoir été qu'un récit articulé vient généralement justifier. Alors ce récit va typiquement être celui d'un monde ayant contraint l'acteur à adopter telle ou telle attitude, à poser tel ou tel geste, à faire tel ou tel choix. Avec Clifford Geertz, on peut alors dire que l'éthos, il est relationnel en ce qu'il correspond à un mode de vie adapté à une situation perçue, vécue, traitée selon une certaine vision du monde. Le monde de l'art entretient une vision exclusive qui trace une frontière incertaine, instable, parce qu'elle est essentiellement contestée, frontière donc entre l'art et l'artiste authentique et le reste. On parle d'art de masse ou d'art amateur qui vont être associés à des pratiques dévalorisées. Alors ça s'explique de différentes manières. L'une d'elles consiste à examiner la production spécifique du monde de l'art qui ne se réduit jamais à de simples marchandises comme les autres, bien que cette production soit assujettie au mode de production capitaliste comme les autres. Les contraintes marchandes de l'art, couplées à l'exigence de dépassement de la seule valeur marchande des productions artistiques, ont des implications significatives sur le mode de vie des artistes, donc tant sur le plan matériel, en ce qui a trait à la valorisation symbolique de leur travail, tant sur le plan matériel qu'en ce qui a trait, à la valorisation symbolique de leur travail. Alors Pascal décrit assez bien ces enjeux dans un autre article qu'elle a écrit plus récemment qui s'appelle « Art et marchandises » où elle pense le travail artistique avec Marx. Dans son enquête sociologique, qui date donc de 2016, par l'observation des pratiques et par l'écoute des discours sollicités, donc le travail de Pascal a consisté à découvrir quelles étaient les motivations individuelles de chacun des acteurs qui pouvaient justifier leur position par rapport à cette donnée fondamentale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est relative à l'authenticité de l'art. Donc une donnée qui est structurante dans le champ professionnel. Alors rapidement, face à la multiplicité des cheminements personnels, à la variété des postures assumées, l'objectif initial, qui était de parvenir à déterminer un idéal type ou un ethos général de l'artiste visuel contemporain, a été abandonné. Néanmoins, le concept d'éthos est demeuré pertinent dans la mesure où il permettait de mettre au jour des régularités discursives, matérielles, participant d'une économie de la représentation partagée, ancrée dans une même réalité matérielle. Parmi elles, donc, des rites de passage et des épreuves qui ont donné lieu aux mêmes efforts, malgré les attitudes diversifiées face à elles. Mais surtout, l'étude d'éthos a fait émerger un jeu de valeurs. Désintéressement, autonomie, liberté, savoir-faire, originalité. Et donc ce jeu de valeurs a forge un véritable système axiologique, d'ailleurs teinté d'un élitisme certain qui n'est pas étranger aux tensions nées de rapports conflictuels entre valeurs marchandes et valeurs symboliques des produits de l'art. Cette axiologie, elle est vite apparue centrale, et c'est elle qui finalement permet le mieux de comprendre, sans nécessairement l'expliquer, l'articulation entre, d'une part, les pratiques individuelles et, d'autre part, les représentations collectives. Représentations collectives, elles-mêmes issues du rapport entre occasion et contrainte qui régimentent les conditions de possibilité de l'épanouissement du travailleur artiste dans le monde de l'art contemporain. Alors, au terme de son enquête, Pascal écrit, et je la cite, j'aurais peut-être dû
faire une diapo. Les artistes étudiés ont révélé, parfois avec une honnêteté désarmante, les torsions obligées qu'ils faisaient subir à leur éthique personnelle, afin, souvent, de récupérer quelques finances supplémentaires. Un moindre mal, un compromis, une petite lâcheté, d'après leurs propres mots. L'étude orientée sur l'éthos permet de faire émerger ces contradictions internes, ces conflits de valeurs, et de révéler en creux ces éthiques plurielles qui orientent l'action. Dans une enquête plus récente sur les artistes de la scène, donc là c'est la dernier travail ici à droite, enfin à votre droite. Donc c'est une étude qui a été menée avec des collègues de l'Université de Montréal sur les artistes de la scène. Cette étude a mené à un constat similaire. Elle a permis, cependant, cette fois, de montrer comment l'attachement identitaire et vocationnel au métier d'artiste pouvait agir comme un voile sous lequel se dissimulent les aspects négatifs du travail, comme la précarité multiforme, une certaine exploitation et l'usure, à la fois physique et psychique, associée aux arts de la performance. La pertinence du concept d'éthos se mesure à la compréhension qu'il occasionne dans l'enquête. Et en l'occurrence, ce ne sont pas tant les rapports de différenciation sociale, c'est-à-dire de position relative des acteurs du monde de l'art l'un par rapport à l'autre, qui, au terme de l'enquête, auront été établis, plutôt que des rapports de différence intérieure. Entre l'idéal artiste qui motive les acteurs du monde de l'art et la pratique professionnelle de l'art, par ceux-ci, l'éthos apparaît comme l'interface opaque où se négocie une identité spécifique qui met en jeu la signification même d'être artiste, ajustée à un récit personnel qui retrace un cheminement, une trajectoire qui va éclairer diachroniquement une certaine manière d'être, et ce récit est lui-même négocié au regard d'une économie de la représentation et d'une économie matérielle propre à l'institution artistique au sein de la société. Donc l'idée de l'éthos comme interface relie tous ces éléments ensemble. Je passe maintenant au deuxième cas d'étude. Il reste 2 minutes. Ah, ben c'est super. On va passer le deuxième cas. Le temps de vous dire que ça concernait mon travail postdoctoral sur la collection Terre humaine dirigée par Jean Mallory chez Blond depuis 1955. Je me suis intéressé à toutes sortes de paramètres sémiotiques du genre avec un tableau très compliqué. Exigence multiforme qui peut être recoupée par 3 régimes de sémiotisation. Tout ça, c'est très technique et finalement on peut passer. Et ça m'a permis, moi, d'interroger les postures d'auteurs des écrivains ethnographes, c'est-à-dire des auteurs, finalement, que j'ai jugés comme littéraires, c'est-à-dire que j'ai abordé le genre ethnographique comme un genre poétique. Et ça m'a permis de dégager une certaine compréhension des paramètres du genre, mais aussi un mécanisme en particulier, je pense que je vais quand même prendre le temps de dire juste ça, à partir duquel peut s'établir une certaine attribution d'éthos. Bon, là c'est le cas dont je voulais vous parler, mais on n'en parlera pas. Donc une certaine attribution d'éthos, et donc cette attribution d'éthos, c'est pas moi qui invente le concept, il y a une théoricienne de la littérature qui s'appelle Lisbeth Cortal-Saltes qui a écrit un bel ouvrage en 2014 où elle parle de ça, l'attribution d'éthos. C'est un mécanisme pragmatique qui survient dans la lecture et qui permet ce jeu entre le lecteur et le texte, donc aussi un rapport présumé entre le lecteur et l'auteur. Et par ce mécanisme, on attribue des valeurs, donc on peut le faire à partir de certains jeux de valeurs qui émergent également dans la lecture. On attribue des valeurs qui vont contribuer à établir un rapport de confiance ou de méfiance, de sympathie ou d'antipathie par rapport à la figure d'auteur qui finalement organise l'entièreté du récit ethnographique. Et donc, sur cette base, va se construire à la fois la crédibilité et la vraisemblance du récit, et par ce récit également des faits, événements et phénomènes culturels que l'ethnographe a pour tâche de restituer dans son ethnographie. Donc,
oui, enfin, bon, je conclus. Quelle est la pertinence du concept d'éthos en sciences humaines et sociales? Nos deux cas montrent, à des degrés différents, comment l'éthos s'inscrit conceptuellement dans un paradigme de recherche compréhensive en sciences humaines et sociales. Bon, je n'ai pas le temps de développer là, sur la différence entre compréhension et explication. Je pense que vous connaissez ce débat aussi de toute façon. Mais pour nous, il est clair là, que le concept d'éthos participe d'une démarche compréhensive, qu'on pourrait aussi qualifier d'interprétative. Alors, notre but, c'est de décrire des configurations qui éclairent des raisons d'agir, sans pour autant viser l'explication comme telle. Alors, notre regard s'est porté particulièrement sur les raisons d'agir individuelles et leur articulation à un régime de valeurs, à une axiologie. Et il me semble qu'au terme de notre travail, qu'on a mené distinctement, mais qui nous a permis d'avoir une réflexion conjointe, alors, au terme de cette réflexion conjointe, est apparue cette idée que l'éthos permettait, ou l'étude d'éthos permettait d'éclairer des choix qui étaient faits et qui participaient à des pratiques qui étaient accomplies au regard de contraintes et d'occasions qui marquent des champs d'activité spécifiques. Ici, bon, j'ai parlé du monde de l'art et j'aurais très peu parlé finalement du genre ethnographique, qui est un autre milieu, si on veut. Alors, bien que l'un et l'autre cas soient assez différents, le concept d'éthos a fait apparaître un même rapport de médiation qui unit la présentation de soi à un récit cohérent qui connote un jeu de valeurs dans lequel se trouve fondée une position individuelle assumée. Et c'est pourquoi on a défini l'éthos comme une interface axiologique. Alors, cette définition de l'éthos, elle nous paraît porteuse, mais on pense qu'elle mérite encore d'être mise à l'épreuve d'autres cas, dans l'idée d'en tester bien sûr les limites, mais aussi la profondeur réflexive. Et en terminant, je veux vous rappeler la tenue donc, de notre journée d'études en septembre prochain à Québec, à laquelle vous êtes conviés, puisque on aimerait bien dialoguer davantage autour de ce concept-là. C'est dans le dialogue que la recherche se consolide, et je pense que ce colloque qui se termine avec mon intervention l'a montré encore une fois. Les échanges ont été riches et j'espère qu'on aura aussi des questions pour le dernier panel. Merci.